Ceux qui parlent le moins entendent le plus. Ceux qui parlent le moins entendent le plus, amis internautes de Esaü Télévision. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Alejo, 2 opérations policières ont permis l'arrestation de voleurs de motos en espace de 48 heures. Le nombre de millionnaires en Afrique explose, le continent attire toujours plus d'investisseurs fortunés. Nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Inde. Washington double les taxes sur les importations indiennes. Dans le sport de ce matin, Sam Nelly FC, les championnes du Bénin, battues par Police Ladies du Ghana lors du tournoi UFOA B. Prétolule et Johan Roche poursuivent l'aventure en Roumanie Cup. Les finalistes de la CHAN sont connus après des matchs intenses. Après Boulou et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera quelques informations sur clou de girofle, bon remède ou poison caché. L'artiste du jour sera avec Elvic et l'artiste qui sera Père Raboni Mohamed. C'est un artiste, c'est un musicien. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La police républicaine a mené 2 coups de filet reçus à Alejo, dans la commune de Bastila, entre le 23 et le 25 août. 2 individus soupçonnés de vol de motocyclettes ont été arrêtés et 3 motos volées ont été récupérées, dont une formellement reconnue par sa victime. L'enquête se poursuit pour retrouver d'éventuels complices et élucider d'autres cas de vol. À Parakou, le quartier populaire de Banitani fait face à un mal qui ronge son quotidien. L'insalubrité, déchets abandonnés, rues encombrées, risques sanitaires croissants. Ce fléau, bien plus qu'une simple question d'hygiène, soulève des enjeux liés au comportement citoyen et à la gestion urbaine. Reportage avec Mouidi Nawani et Sylvie Delou. Banikani, l'un des quartiers populaires de la ville de Parakou, est confronté à un problème préoccupant, l'insalubrité. Les rues sont jonchées de déchets éparpillés et d'ordures à l'abandon, créant un environnement hostile pour les habitants. Mais ce fléau n'est pas seulement une question de propreté. Il révèle une problématique plus profonde, liée au comportement des résidents eux-mêmes. Personne ne vient de noyer pour verser. C'est nous-mêmes qui versons ça. Parce qu'il faut faire abonnage pour abonner ceux qui ramassent les tas tordus. On ne peut pas. Parce que quelqu'un ne veut pas enlever 500 francs pour donner. Les gens ont installé ici, c'était collé partout. Les gens n'acceptent pas. À la fin du mois, personne ne paye. Les montagnes de détritus qui s'accumulent dans les rues de Banikani ont des conséquences bien plus sérieuses que l'on pourrait penser. Elles menacent non seulement la santé publique, mais également la qualité de vie des habitants. Les risques de maladies et de nuisances environnementales sont réels et inquiétants. Franchement, je manque de mots même pour exprimer ce que moi je ressens quand je vois cet tas d'ordures là. Parce que ça ne nous garantit pas une bonne santé. Surtout nous qui sommes juste à côté. Avec ces ordures, il y a la fréquence des maladies, surtout pour les enfants, notamment le paludisme. De plus, ces trucs-là, ces ordures contribuent à la pollution de l'environnement, ce qui n'est pas bon pour nous. Et pour nous qui y vont, et tout par quoi, surtout pour les Béninois. Face à cette situation, les habitants lancent un appel urgent aux autorités locales. Ils réclament une action rapide et efficace pour nettoyer le quartier et mettre en place des solutions pour prévenir la récidive. J'invite juste les autorités à faire le maximum pour que ce acte puisse être éradiqué, sinon ça ne nous avantage pas. Nous implorons les autorités de Parakou, surtout le délégué, le maire, etc., pour pouvoir nous aider
un débarrassage de ces produits-là. Le temps presse et il est crucial que chacun prenne les rênes pour revitaliser et protéger ce quartier vibrant. Les habitants, les autorités locales et les acteurs de la communauté doivent travailler ensemble pour trouver des solutions durables et redonner à Banikani son éclat d'antan. L'avenir du quartier en dépend. Préserver les danses traditionnelles, c'est sauvegarder une part vivante de notre identité culturelle. Artistes et festivals tentent de les valoriser, mais les initiatives restent encore insuffisantes. Souleymane Basside, journaliste culturel, revient sur la situation au micro de Elvik Ngoto. Les danses traditionnelles, en Afrique particulièrement, sont une expression, c'est des messages qui sont diffusés. Des messages assez clairs, assez limpides, des messages de cohésion, des messages de paix, des messages de vivre ensemble. C'est des messages qui rappellent, qui interrogent l'histoire, qui rappellent l'histoire et qui vous situent dans votre contexte et qui vous identifient à travers votre communauté, à travers votre voisinage et à travers la société. Donc, il est très très important que nos danses africaines, encore que l'Afrique a connu jusqu'à, en tout cas ce que l'histoire nous dit, l'Afrique n'a connu que l'oralité. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a toute une argumentation derrière, mais l'oralité a été donc marquée par l'Africain, la culture africaine, il faut le dire. Donc l'oralité, ce n'est pas forcément la langue ou peut-être l'expression labiale que nous exprimons, mais c'est également les danses. À travers les pas de danse, on peut comprendre beaucoup de choses. À travers les chansons, on peut décrypter des messages dans la culture. Voilà un peu comment on peut l'expliquer. Très souvent, nous entendons parler de musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ça pose un problème. Musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ça voudra dire quoi? En réalité, c'est qu'on n'est plus dans l'originalité. On n'est plus dans l'originalité et on est un peu suspendu. On n'est ni en haut, ni en bas, mais on est au milieu en quelque sorte. Donc on est suspendu. On ne fait pas de la modernité à 100%, on ne fait pas non plus de l'africana, entre griffes, de l'originalité africaine à 100%. Donc on essaie de récupérer quelques pans de notre tradition pour les compléter à la modernité, à la tradition occidentale, à la civilisation occidentale, pour en faire une sonorité, pour en faire, j'allais dire, une danse ou bien un tableau culturel. Et ça, on se retrouve pratiquement dans les deux côtés, que ce soit le monde moderne ou, j'allais dire, le monde traditionnel. Chacun y trouve son compte en quelque sorte. Mais est-ce que c'est comme ça devrait être? Je ne crois pas. Ici aujourd'hui, même le monde occidental est très intéressé par la culture africaine parce que nous vivons dans nos différentes localités. Selon le rapport annuel sur la richesse de l'Afrique, publié ce mardi 26 août, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 120 000 millionnaires et leur nombre devrait croître de 65% dans la prochaine décennie. Cette dynamique s'explique par une croissance économique soutenue, notamment en Afrique subsaharienne, et une diversification des profils d'ultra riches. Johannesburg, Le Caire et Lagos concentrent les fortunes, tandis que Cape Town devient un pôle immobilier majeur. Les produits indiens entrant sur le sol américain sont désormais taxés à 50%, une décision prise par Donald Trump ce mercredi 27 août en réponse à l'achat de pétrole russe par New Delhi. Cette surtaxe, qui menace fortement l'économie indienne, épargne cependant certains produits technologiques comme les iPhones. En réaction, l'Inde renforce ses liens commerciaux avec la Chine et la Russie et prépare des mesures pour soutenir ses exportateurs. C'est tout pour vous de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour Boulou Info, internaute de Esaü Télévision. À présent, la Minute Sport, c'est avec Elvik Ngoto. Le sport, c'est avec vous, Elvik. Bonjour. Bonjour, Moudine Nawan. Internaute des Esaü Télévision, bonjour. Après sa victoire d'entrée obtenue dimanche dernier, Samneli FC s'est incliné face à Police Ladies du Ghana ce mercredi 27 août 2025 pour son deuxième match de groupe lors de la 5e édition du tournoi UFOAB qualificatif pour la Ligue des champions de la CAF. Dominatrices dès l'entrée, les Ghanéennes ont réussi à trouver le chemin des filets par deux fois en première mi-temps.
Au retour des vestiaires, elles vont faire le break en inscrivant un nouveau but. Néanmoins, Romaine Gandonou est parvenue à réduire le score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Elle porte son total à 2 réalisations de la compétition. Police Ladies, 3 buts et 1 pour Sam Nelly, qui stagne donc à 3 points et est rattrapé par son adversaire du jour. Les représentantes du Bénin jouent le 3e et dernier match de groupe le samedi 30 août à 15 h face à Baila Queen du Nigeria qui a battu le Togo 3-0, un duel décisif pour la qualification. La gardienne internationale béninoise Sourakatou Alassane a rejoint le King CD Agosto sous forme de prêt pour 2 mois. Ce transfert va permettre à la capitaine de Ainobi FC féminin de disputer le tournoi Unifac qualificatif à la Ligue des champions féminines de la CAF avec les championnes en titre de la D1 féminine équato-guinéenne. Les éliminatoires de la zone Unifac sont prévus en septembre prochain. Le vainqueur va décrocher le précieux ticket pour représenter la zone lors de la phase finale de la CAF Women's Champions League 2025. Le FC Petrolul Ploiesti de Johan Roche s'est imposé ce mercredi 27 août 2025 pour son entrée en lice dans la Coupe de Roumanie. En marge du 4e tour, le Guépa et ses coéquipiers ont battu Polytechnica Lassi par 2 buts à 1 après la prolongation. Le défenseur béninois était titulaire au coup d'envoi de la rencontre. Avec cette victoire, Petrolul est qualifié pour le prochain tour. Les demi-finales de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations ont livré le verdict le mardi dernier avec le succès du Madagascar et du Maroc. Dans la première demi-finale, le Madagascar a écrit l'histoire en se hissant en finale pour la première fois en 2 participations après avoir dominé le Soudan en inscrivant le but victorieux à la 116e minute lors des prolongations. Dans la seconde demi-finale, le duel des Lions entre les 2 derniers vainqueurs de la compétition a tourné en faveur des Marocains. Après un match nul au terme des temps réglementaires, les Lions de l'Atlas ont décroché la qualification au tir au but avec 5 buts à 3. Rendez-vous le 30 août prochain à 15 h pour voir qui de Madagascar ou du Maroc prendra la succession du Sénégal. Par ailleurs, le Soudan sera face au Sénégal la veille, soit le 29 août, à partir de 15 h au stade national Mandela pour le duel de la 3e place. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Oumeto. Autre actualité ce matin, c'est le sélectionneur béninois Genotro qui va sortir la liste pour les matchs, les prochains matchs dans le cadre, autant pour moi, de la Coupe du Monde 2026. En tant que sportif Elvic Oumeto, quels sont les joueurs béninois que vous aimeriez voir sur la liste? Beaucoup de joueurs béninois, et très souvent c'est vrai qu'ils sont appelés, mais reste à savoir si ces joueurs vont réellement jouer le jour de ces matchs. C'est vrai que c'est des matchs assez cruciaux, c'est des matchs pour la Coupe du Monde comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on veut voir des joueurs assez décisifs. C'est vrai que ces derniers temps, ils sont en train de briller dans leur club respectif, mais reste à savoir le jour là même, ce qu'ils vont nous montrer. Alors, quel joueur vous voulez voir? Déjà, on sait tous que Steve Mounier sera sur la liste. Il y a Imran Hassan qui sera probablement sur la liste. Il y a peut-être Tidjani qui sera sur la liste. Quel autre joueur? Pourquoi pas Steve Mounier et pas Steve Mounier, Junior Laitan par exemple maintenant. Pourquoi pas les joueurs de notre championnat Razak qui a brillé récemment. Des joueurs de Sobemap, des joueurs sur lesquels on peut compter. On sait qu'avec ces joueurs, on va faire un bond lors de la Coupe du Monde. Ne pas voir Junior Laitan par exemple sur la liste, ce serait comme... C'est regrettable pour notre championnat. C'est regrettable parce qu'il brille très bien du côté de la Turquie actuellement. Merci. Elvic Oumeto pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, à présent, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. Tête bien nouée, elle est déjà là. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Moudina Wani, bonjour. Amis internautes de ZA Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. On connaît tous le clou de girofle dans nos cuisines et remèdes traditionnels.
C'est vrai, il a des qualités incroyables. Soulage les douleurs dentaires grâce à l'eugénol, un puissant anesthésiant naturel. Possède des propriétés antibactériennes et antifongiques. Améliore la digestion quand il est utilisé de façon ponctuelle. Apporte des antioxydants qui protègent nos cellules. Bref, utilisé comme épice dans les repas ou en infusion occasionnelle, il est bénéfique. Mais là où le problème commence, c'est cette nouvelle habitude qu'on observe de plus en plus. Boire matin, midi et soir de l'eau macérée avec du clou de girofle chaque jour, comme si c'était une eau magique. Or, une consommation répétée et excessive peut sérieusement endommager l'organisme. Brûlure d'estomac et gastrique. Le clou de girofle stimule fortement la production d'acide gastrique. À petite dose, ça aide la digestion, mais à forte dose et consommée chaque jour, ça irrite la muqueuse de l'estomac. Résultat, brûlure intense, inflammation de l'estomac, aggravation des ulcères chez ceux qui en ont déjà. Je vous explique. Le génol et les huiles essentielles contenues dans le clou de girofle provoquent une hyperacidité et une érosion progressive de la barrière protectrice de l'estomac. À la longue, l'estomac devient fragile et douloureux. Problème du foie. Le foie est l'organe chargé de détoxifier ce que nous consommons. Quand on boit trop d'eau au clou de girofle, le génol en excès s'accumule et devient toxique pour les cellules du foie. Cela peut entraîner une inflammation du foie. Les signes, fatigue, jaunissement des yeux, ictère, douleur du côté droit du ventre. Je vous explique, le génol se transforme au foie en métabolique réactif qui agresse les membranes cellulaires et perturbe les enzymes hépatiques. À la longue, cela peut causer une insuffisance hépatique si la consommation n'est pas stoppée. Risque d'anémie. Le clou de girofle contient aussi des substances qui peuvent interférer avec l'absorption du fer. Or, le fer est indispensable pour fabriquer l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang. Une consommation chronique peut donc contribuer à une carence en fer qui provoque l'anémie. Résultat, fatigue, essoufflement, pâleur, baisse de performance intellectuelle et physique. Explication. Les polyphénols du clou de girofle se lient au fer dans l'intestin et diminuent son absorption. De plus, un foie abîmé par l'excès de girofle produit moins de protéines nécessaires à l'équilibre du sang. C'est tout pour l'actu santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Comme si c'était de l'eau magique, merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ombeto une fois encore pour l'artiste du jour. Boni, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ombeto. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau, Moudine Navani, internaute des télévisions. Bonjour à nouveau. Mohamed Babouni apparaît comme interprète dans l'album Bénin Musique Bariba, un enregistrement de terrain issu de sections menées en février 2009 auprès du peuple Batonou, dans la région du Borgo précisément, à Parakou et Niki. Il est crédité pour jouer du gong, un instrument de percussion traditionnelle Bariba, le tambour en bois, formant avec d'autres musiciens et chanteurs un ensemble de styles traditionnels. Dans la discographie de l'album, Mohamed Babouni partage plusieurs morceaux avec Yaroum Digidirou, notamment Louange à Biogera, Louange au Tingirdou, Ne te laisse pas insulter, Badoudou. Dans la discographie de l'album, Mohamed Babouni partage plusieurs morceaux avec Yarou, Digidirou, notamment Louange à Biogera, Louange au Tingidou, Ne te laisse pas insulter, Taboudou, Yerima, Koda, Louange à Alexis Maga, Louange à Bawa, Seko le forgeron et bien d'autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ombeto. On se retrouve demain. À présent, chers internautes, on passe à la dernière rubrique pour finir avec l'émission matinale. Et c'est avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladja. Les enseignants bénéficient-ils de la reconnaissance qu'ils méritent ou au contraire, la société les sous-estime-t-elle? C'est autour de ce sujet que va se meubler le débat de ce matin et c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour à nouveau. Bonjour Mouidi. Et vous également, Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidi. Alors directement, je m'adresse à vous, Sylvie. Le sujet est ainsi libellé. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
Moi, je crois que les enseignants n'ont pas la mérite des efforts qu'ils fournissent. Les enseignants ne sont pas si glorifiés avec tout ce qu'ils fournissent comme effort. Elisabeth Iladja. Pour moi, je pense plutôt que les enseignants sont bien glorifiés. Donc vous pensez qu'on ne sous-estime pas les enseignants. Alors déjà, quelles sont les choses que vous avez vues pour dire ça? Bon, d'abord, pour commencer, tout le monde, je dirais presque tous les cadres, c'est-à-dire tous les intellectuels, ont eu des professeurs dans leur vie en fait. C'est-à-dire que ce soit les médecins, les journalistes, et même les professeurs ont eu des professeurs dans leur vie. Donc en réalité, c'est-à-dire que ça commence par là en fait. On a tous eu des enseignants dans nos vies, sinon on ne saura pas là où on est aujourd'hui. Donc c'est d'abord un point pour eux. En réalité, c'est d'abord les mettre très haut, parce qu'en réalité, ce sont eux nos professeurs, et puis on les respecte énormément en fait. Donc moi je ne sais pas trop pourquoi on dirait qu'ils sont sous-estimés. Sylvie Dedeo, Elisabeth a donné ses raisons, et vous qui pensez qu'on ne glorifie pas autant les professeurs, les enseignants? Déjà, bon, je vais dire que je prends l'exemple des enseignants du primaire. Je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles publiques, mais dans les écoles privées, par exemple, et les écoles privées qui ne sont pas en tout cas assez grandes. Par exemple, les enseignants là sont sous-payés, je vais dire. Ils ne sont même pas payés à la hauteur de ce qu'ils font, alors que ce sont eux qui inculquent le savoir-faire. Quand tu rates la base, déjà au cours primaire, c'est que tu rates la base tout au long de ton cursus scolaire. Et là, je vois même des privés où les enseignants sont tellement mal payés qu'ils ont du mal à payer même leur loyer à la maison. Là, je ne vois pas où on les glorifie là. Alors que les enseignants doivent être ceux qui doivent être bien payés même dans la société. Les enseignants doivent être ceux-là qui doivent être bien payés dans la société. Vous êtes des journalistes et nous, on se base sur les faits. On juge par rapport aux faits. Vous dites ce matin que les enseignants sont mal payés, surtout quand ils sont dans les écoles privées. Alors, quand vous parlez de mal payés... Les petites écoles privées. Voilà, les petites écoles privées. Quand vous parlez de mal payés, vous parlez de à peu près combien? Bon, je ne vais pas dire la somme exacte. Vous n'avez pas de preuves? J'ai de preuves. Bon, si on connaît des enseignants, par exemple, qui reçoivent 25 000 par mois, par exemple. 25 000, c'est très petit pour un enseignant qui a une famille, par exemple, à nourrir et qui a lui-même des enfants qui doivent scolariser, par exemple. Vous en connaissez? Oui, j'en connais. Elisabeth, vous connaissez des enseignants qui sont plus sous-payés comme ça? Bon, non, pas vraiment. Alors, bon, je ne sais pas combien les enseignants prennent vraiment, surtout dans les écoles, les enseignants privés. Mais Elisabeth, il a déjà, qu'est-ce que vous pensez du fait que certaines écoles privées ne payent pas même le SMIC à ces enseignants? En réalité, on ne peut pas dire que tous ceux qui enseignent sont des enseignants. Parce qu'en réalité, il y a d'autres qui n'ont pas eu le diplôme. Parce que vous voyez au Bénin, par exemple, il y a des concours qu'on passe. Et puis, c'est officiel en fait. Donc, il y a d'autres qui, disons par exemple, que bon, quand j'ai fini et la licence, j'ai eu ma licence en journalisme par exemple, et que je n'ai pas encore trouvé de travail. Donc, je peux être maîtresse au cours primaire. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on doit me payer au même titre qu'un enseignant qui a passé le concours, qui a son diplôme en fait. Moi, j'ai eu. Déjà, une école sérieuse ne va pas vous engager. C'est ça en fait. Donc, c'est que ce n'est pas tous ceux qui enseignent qui sont enseignants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui le font juste pas contre eux en fait. C'est-à-dire que je le ferai en attendant que bon, je trouve un travail dans mon domaine en fait. Donc, on ne peut pas les appeler enseignants. Donc, ils sont mal payés et puis ils ne peuvent même pas se plaindre. Et également, Sylvie, toutes les écoles ne sont pas homologuées. Hein. Déjà, on peut faire l'école d'enseignement, par exemple, et ne pas être, en tout cas, embauché par l'État directement. Tu peux faire l'école là, parce que le concours, par exemple, quand on dit concours d'État où on doit recruter les enseignants, je sais que la majorité des enseignants qui vont, par exemple, à ce concours-là, on peut peut-être faire l'école d'enseignement, mais ils ne seront pas tous recrutés. On a juste fait une sélection parmi ces enseignants-là. Alors que lui, par exemple, c'est son domaine, c'est là, il a étudié réellement. Et là, il est obligé de se rallier au niveau des privés, par exemple. Et les privés, ce qui est pire, c'est qu'ils payent mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils payent encore tard. Peut-être qu'il y aura plusieurs mois d'arrière, ils ne vont pas te payer. Ah bon. Moi, je suis née d'une famille d'enseignants. Presque tout le monde est enseignant dans notre famille, directeur d'école, maîtresse, en tout cas tout ça. Donc je sais de quoi je parle exactement. En fait, si peut-être on a étudié, on a fait ça comme ça, et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que j'ai étudié dans une école de journalisme que j'ai forcément eu le diplôme. Je peux commencer la première année à Esaü par exemple, et puis on m'appelle même petite journaliste au quartier, et que peut-être en deuxième année j'abandonne. Ça ne veut pas dire que j'ai eu le diplôme. Future journaliste, Elisabeth, la journaliste en devenue. En
En fait, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que j'ai commencé la première année à Esaïe, on me demande au quartier, mais tu fais quelle filière, tu es parti pour quel métier, pour quel travail. Je dis que bon, je suis en journalisme en fait. Et puis en deuxième année, j'abandonne. C'est pas pour ça que. C'est-à-dire que si, même si ça arrivait comme embauche dans une structure, je sais pas trop. Je ne peux pas être payé au même titre que quelqu'un qui a souffert pour avoir sa licence en fait. Donc, ou ça, le master. Donc, en réalité, c'est pas parce que quelqu'un enseigne forcément que cette personne-là est enseignant. C'était une parenthèse. Le fait de ne pas glorifier, de ne pas reconnaître ce que les enseignants font et le payer au même titre, c'est le sujet de ce débat, du débat de ce matin. Et Sylvie pense que les enseignants ne sont pas bien traités comme il le faut. Bon, allons dans le cadre public. Est-ce que vous pensez que l'enseignant n'est pas bien traité au même niveau que les autres fonctionnaires? Vous parlez sur le plan de la finance, ce sont les payes. Bon, pas que la finance, juste en général. Déjà, bon, je vais dire que même nous, enfants, par exemple, nous sommes impolis. En griffe. Déjà, même l'enseignant, quand il est au tableau, il nous parle et on ne veut pas écouter. C'est qu'on ne veut pas écouter, au fait. Déjà, même on critique les enseignants qui sont au tableau, qui font cours. Bon, moi, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, je ne vais pas mentir. Déjà, l'enseignant même est là et il te pose des questions et tu... Déjà, ton langage même là, ce n'est pas accessible. Et ça n'encourage même pas l'enseignant à évoluer, à t'inculquer ce qu'il sait. Et c'est plus même dans le public, là, c'est là, il y a les enfants plus mal polis là. En griffe, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais quand on veut les récalcitrants là, c'est souvent dans les écoles publiques. Mais la reconnaissance ici, est-ce que ça devrait venir des élèves? Bah non, je ne crois pas. En réalité, c'est la société qui valorise les enseignants. Prenez par exemple l'exemple d'un enfant qui est au couple, même peut-être. Et quand les parents de cet enfant la voient, son maître arriver, on dit que c'est ton maître qui arrive là-bas. C'est-à-dire que le maître a, je sais pas quoi. C'est comme son demi-dieu. C'est ça en fait, un certain niveau de respect. Et puis on te dit même que si tu ne respectes pas celui qui t'enseigne, tu ne comprendras jamais surtout que cette personne-là est en train de t'enseigner. Donc en réalité, on respecte vraiment les professeurs. Et bien vrai, il y a des cas à part que bon, il y aura forcément, même dans les écoles privées, il y a tous ces cas-là. Il y a tous ces types d'élèves qui ne respectent pas, même à la maison sont comme ça, sont un peu durs d'oreille en réalité. Mais les enseignants les connaissent. Et puis, c'est à l'enseignant, en tout cas, les enseignants ont même des méthodes pour gérer ces enfants-là tout au long de l'année scolaire. Donc, moi, je crois plutôt. Et puis, il y a même des prix qui sont décernés aux enseignants-là. Quand on prend, par exemple, le collège Academia. Je savais que c'était les noms que vous allez donner. Bon, c'est visible. Voilà, si on prend Esaïe, lors des soirées, on glorifie les enseignants. Attendez, vous attendez que l'enseignant souffre pendant une année scolaire où il est mal payé, c'est là on lui donne un papier. Vous attendez à ce que ce soit un prix, c'est ça? L'école n'est pas obligée de donner un prix. Parce qu'il est payé, il a son salaire. L'école n'est pas obligée. Mais c'est parce que. On reconnaît tout ce qu'il fait. Et le devoir moral, on se dit que bon, l'enseignant est là pour les élèves tout au long. Après, il y a même d'autres enseignants qui sont même des psychologues. Et que tu n'as envie de parler à personne, mais tu te rapproches de ton enseignant et tu donnes même des conseils de vie en réalité. Il est plus que ton parent. C'est ça en fait. Et puis, même prenons même l'exemple des artistes aujourd'hui. Vous voyez des artistes qui glorifient les enseignants. Ils se disent que, bon, moi, quand moi j'étais à l'école par exemple, maintenant, mon enseignant me laissait, me donne la permission d'aller chanter. Et puis maintenant, l'artiste devient riche. Reconnaît son enseignant en réalité. En réalité, moi, je pense que les enseignants sont vraiment. En tout cas, on les glorifie à leur propre valeur en réalité. Sylvie, vous pensez que ce n'est pas suffisant et vous insistez surtout sur le côté financier. Hormis le côté financier, donc si on enlève le côté financier, vous pensez que l'enseignant est mieux traité? Déjà, moi j'insiste sur le côté financier parce que quand on choisit un métier par exemple, il faut au moins que ce métier-là en question puisse nourrir au minimum son homme. Nourrir un peu sa famille, en tout cas prendre soin de sa famille. Et si l'enseignant, par exemple, n'est pas valorisé sur le plan financier, par exemple, c'est déjà comme si la société ne le glorifie pas, au fait, comme il le faut, quoi. Parce que déjà, je suppose que l'enseignant, par exemple, il y a un enseignant qui m'a gardé cours primaire, qui continue de conduire une batte jusqu'à maintenant. C'est pas que je suis en train de mal parler de lui, mais en fait, s'il était vraiment bien payé, batte depuis plus de 15 ans que moi, j'ai fait la classe de CI, par exemple, et regardez depuis tout ce temps. Vous avez fait quelle école? Non, je ne vais pas parler de l'école que j'ai fait. Non, je ne dis pas... Bon, ce n'est pas pour parler de votre enseignant. Vous avez fait un exemple oral. Ok, ne donnez pas votre école. Disons que vous aviez fait Miséricorde. C'est quelle école Miséricorde? Bon, d'accord, j'ai compris. Disons que vous avez fait Miséricorde. Si vous devenez quelque chose aujourd'hui maintenant, dans votre cursus, on dira Sylvie a fait son école, bon, le cours secondaire à Miséricorde. Alors,
on va faire un retour, un feedback pour voir qui sont les professeurs qui avaient formé Sylvie dans le temps. C'est déjà une reconnaissance, c'est déjà une sorte de fierté de dire j'ai gardé Sylvie qui est devenue. La reconnaissance va vers l'enseignant quand l'élève en question évolue ou bien réussit dans la vie. Vous imaginez par exemple un délinquant par exemple qui devient un braqueur par exemple, on va chercher à voir les professeurs qui l'ont enseigné. Et même les enfants en question, on regarde le nom des professeurs qui nous ont marqué positivement en fait. Je suppose qu'un professeur par exemple qui m'a fait du mal, par exemple, je ne vais pas retourner en arrière et dire par exemple, bon, ce professeur m'a aidé, j'irai lui donner un cadeau, bien lui faire une reconnaissance. On juge un enseignant, autant pour moi, sur le collectif, pas sur l'individu, à ce que je sache. Et puis le problème c'est que même dans une classe, il y aura toujours, en tout cas, le côté il y aura forcément un premier et un dernier. C'est ça en fait, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même en tant que jeune, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura d'autres qui vont t'apprécier, et puis il y aura d'autres qui ne vont pas t'apprécier. Ça ne veut pas forcément dire que ce que tu fais est mauvais. Non, c'est pas ça bon, et le feeling ne passe pas en fait. Donc, dans les classes dans tout, vous allez voir d'autres élèves qui aiment tellement le prof de maths peut-être, alors qu'il y a d'autres, une majorité qui n'aiment pas le prof de maths, juste parce que bon, ils n'ont pas tout dans la moyenne en maths en fait. Donc en réalité, tu ne peux pas être apprécié par tout le monde, mais je crois vraiment que le travail que les enseignants abattent chaque jour, et je crois que bon, le travail c'est énorme en fait. Et puis on les reconnaît. C'est-à-dire qu'on les reconnaît même si ça arrive que bon, on ne leur dit pas ça tout le temps. C'est comme on ne dit pas je t'aime à nos parents tout le temps, mais pourtant on les aime. Donc je crois que bon, on le reconnaît. Mais est-ce qu'on fait assez de gestes pour leur prouver qu'ils font du bon travail? Le problème c'est que si un prof vous a marqué, ce n'est pas tous nos profs qui nous ont marqué, mais il y a certains qui nous ont vraiment marqué. C'est-à-dire que même quand tu les verras dans la rue par exemple, tu es obligé de t'arrêter pour le saluer. Et puis si peut-être tu leur dis, bon monsieur, vous pouvez prendre ça pour prendre de la bière par exemple, c'est-à-dire que c'est un cadeau en fait. Donc je crois que si chaque personne voit un enseignant qui l'a marqué positivement, même si c'est négativement, tu as quand même le devoir de saluer tout enseignant-là en question. En fait. D'accord, cet enseignant-là en question. Moi, je crois qu'il y a que des personnes à sélectionner. Pour finir. Ok, en tout cas, je dirais tout simplement que... Vous pouvez combiner les deux. Dites ce que vous voulez dire pour chuter parce que le temps est... Bon, Elisabeth a parlé de reconnaissance par exemple. Je crois que si on prend peut-être 10 élèves, à peine 2 personnes sont reconnaissantes. À peine 2 personnes au minimum qui seront reconnaissantes. Et ces personnes-là en question, par exemple, c'est peut-être parce qu'ils avaient une lacune, bon, des problèmes dans telle matière, par exemple, tel professeur leur a aidé, les a en tout cas porté coup de main. Tu ne vas pas voir peut-être un élève, même moi par exemple, je ne me rappelle pas de tous les enseignants qui m'ont aidé. Regardez, depuis le cursus scolaire, et de la classe de C jusqu'en terminale, par exemple, je ne peux même pas me rappeler de tout. Je peux même voir des enseignants que je vais, en tout cas, laisser passer dans la rue. Ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, impoli ou bien égoïste, parce que je ne les connais même pas. Donc dans ce cas, on ne peut pas dire que bon, les enseignants sont réellement valorisés comme il le faut. Je pense que moi, je connais tous mes enseignants. Hein. Bon, moi, je ne les connais pas tous. Moi, je ne suis même pas d'accord sur le fait que bon, sur 10 personnes, seulement 2 qui vont reconnaître. C'est seulement 2 qui vont reconnaître leurs enseignants. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je parle de reconnaissance. Par exemple, vous avez dit que par exemple, l'élève par exemple peut dire à son enseignant. Reconnaissance visuelle. Oui, non, pas forcément visuelle au fait. Quand vous parlez de gestes, par exemple, de cadeaux, il dit bon, je t'offre quelque chose par exemple. Il faudrait d'abord que tu le reconnaisses physiquement d'abord. Non, je ne parle même pas de ça. Il faudrait que je reconnaisse ça. On va laisser Elisabeth boucler. Bon, moi je dirais en tout cas que les enseignants sont glorifiés. En tout cas, on les respecte en fait de la société. Les enseignants, c'est comme la base de la vie en fait. Avec sans eux, je ne sais pas trop s'il y aura des cadres, il n'y aura même pas. Donc je crois bien que ces enseignants-là sont bien glorifiés. Et puis chaque élève, en tout cas, tu ne veux pas oublier un enseignant qui t'a vraiment marqué au long de ton cursus scolaire. C'est de la même manière que toi, dès que toi tu te rappelles de ton enseignant des étés, tu penses tout le temps à lui. C'est de la même manière que peut-être ton ami pense à son prof d'anglais peut-être par exemple. Et puis bon, ainsi de suite en fait. Donc je dirais que les enseignants sont vraiment valorisés et sont glorifiés aussi. C'est les enseignants qui forment les enseignants, c'est les enseignants qui forment monde, les docteurs, tout ce que vous voulez. Alors on dit que l'avenir de demain, ce sont les enfants. Mais sans les enseignants, il n'y a pas d'avenir pour demain. Merci Elisabeth, Iladia, merci Sylvie, Dédéo. Chers internautes, nous voici à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À demain pour un prochain numéro.